Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de nouvelles, de romans, de théâtre, d'écriture, de féminisme, de Mathilde, de Mambébi, de Madeleine T et sans doute de Papa Raymond et de Mantine. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes, épisode 207. C'est parti. Femmes. 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 Femme, 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 femme. Je suis avec une invitée, une émission un peu spéciale. On va passer 52 minutes à découvrir cette jeune dame qui s'appelle Gaëlle Octavia. Comment ça va, Gaëlle? Très bien, Barbara, bonsoir. Ça va? Alors, on va être transparent avec les téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes cousines germaines. Absolument. On ne peut pas le cacher. On ne peut pas le cacher. Parce que quand on va évoquer Mantine et Papa Raymond dont on parlait, ce sont des gens que nous avons connus, oui. Puisque nous sommes cousines germaines. Voilà. Gaëlle, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Gaëlle Octavia, je suis martiniquaise, je suis écrivaine. J'écris donc des romans, des pièces de théâtre, de la poésie et des nouvelles, et des scénarios aussi d'ailleurs. Et puis, je suis un petit peu une touche à tout. J'explore aussi de temps en temps d'autres territoires artistiques comme la peinture, le dessin, la vidéo. La vidéo aussi, oui. Bien que j'ai une formation scientifique à l'origine. Oui, alors on va y venir parce que moi je dis, pour parler de Gaëlle, je dis c'est quelqu'un qui a deux cerveaux. Il parle que l'histoire de deux cerveaux, c'est faux. Voilà, on en a tous deux forcément. Mais elle a vraiment deux cerveaux. C'est vraiment le cerveau maths, parce que quand on est à l'école, et ça c'est peut-être des stéréotypes, soit tu es matheuse, soit tu es littéraire. Et toi, tu es matheuse et littéraire. On va y venir. Mais si tu es sur le plateau aujourd'hui, si tu es très sollicitée, là c'est ton, je sais pas, ton 40e rendez-vous. N'exagérons rien, mais voilà, bon, oui. Et d'ailleurs, on va te voir aussi avec Claire Richet, donc Oui, au gré des pages. C'est parce que tu as eu le prix Goncourt de la nouvelle. Oui. Prix Goncourt, pour nous, c'est Texaco 92. Oui, c'est ça, le roman. Ah, c'est le roman. Magnifique roman de Patrick Chamoiseau qui a obtenu le prix Goncourt du roman, donc, en 92. Et excellent. Puis, voilà. Donc, L'étrangeté de Mathilde T et autres nouvelles, donc c'est 16 nouvelles. 16, ouais. Et alors, vraiment des choses vraiment barrées. Des fois, on se dit, voilà, mais on va parler de l'inspiration, pourquoi, comment. Et donc, tu as eu, alors, raconte-moi dans quelles conditions tu étais. Parce que tu es sélectionnée, il y avait combien? Vous étiez combien? 3 finalistes. 3 finalistes. À quel moment tu te dis, ouais, peut-être? Parce que c'est quoi? C'est la maison d'édition qui dit, oui, voilà. Oui, comment, oui, raconte-nous un petit peu, s'il te plaît. Alors, pour les prix littéraires, c'est les maisons d'édition qui s'occupent de ça, c'est pas les auteurs. Donc, c'est Continent Noir, c'est Gallimard. C'est Gallimard, ouais. Là, c'est la maison Gallimard qui, donc, a envoyé manifestement mon livre au jury du prix Goncourt. Et c'est qui d'ailleurs le jury? C'est qui? Alors, le jury, c'est le même jury pour tous les Goncours. Il y a Goncourt de la nouvelle, Goncourt de la poésie, Goncourt du roman, etc. C'est l'Académie Goncourt, donc c'est un seul et même jury qui est composé d'écrivains assez connus. Il y a notamment Philippe Claudel, Tahar Benjeloun, c'est des auteurs, c'est des écrivains, voilà. Camille Laurence, Christine Angot, etc. Pierre Assouline. Bon, voilà, c'est des auteurs français. C'est des écrivains, des écrivaines connus. Voilà, assez connus. Donc, ce sont eux qui décernent, donc, à l'automne, donc vers le mois de novembre, octobre-novembre, le prix Goncourt, le plus connu, en fait, qui est celui du roman. 92, Chamoiseau, celui qui a obtenu Chamoiseau en 92, René Maran en quoi, 21 René Maran, ça remonte. Hein, oui, ça remonte. Voilà. 21 ou 23, 21 peut-être. Oui. Peut-être, oui, 21. Donc voilà. Et puis, au printemps, il y a donc la nouvelle, la poésie, la biographie et le premier roman. Le Goncourt, le premier roman. Pour un premier roman. Donc ça, c'est au printemps. Donc moi, j'ai publié ce recueil de nouvelles en janvier. Oui. La maison d'édition a décidé de l'envoyer. Alors, une maison d'édition, surtout une grosse maison comme Gallimard qui publie énormément de livres, ils ne font pas concourir forcément tous les livres. Non. Ils décident, c'est eux qui ont... Alors ça, c'est le flair de l'éditeur ou pas, qui se dit qu'un livre a des chances dans la course, quelque part. Donc, on ne fait pas concourir tout le monde. Donc, déjà, ils m'ont fait concourir, c'est très gentil. Mais en plus, on va signaler que c'est Continent Noir. Donc, c'est Gallimard, mais c'est une maison d'édition. Par exemple,
Fabienne Canor est éditée, il me semble. Alors, Fabienne Canor a aussi été éditée. Elle a quitté cette collection. Oui, maintenant, elle est dans la blanche. Elle est, non, pas du tout. Elle est chez Rivage en ce moment. D'accord, elle a changé plusieurs. Enfin, vous savez, parfois, les auteurs changent de maison d'édition. Donc, elle a quitté. Elle avait aussi commencé, comme moi, dans la collection Continent Noir de Gallimard. Elle a quitté après pour aller chez les éditions Lattès. Oui. Elle a fait peut-être 2 livres chez Lattès et après, elle est chez Rivage. Et elle est toujours chez Rivage. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux, Continent Noir, donc c'est quoi? Est-ce que c'est donc toi tu es édité chez Continent Noir depuis un moment? Oui. C'est les littératures, c'est les littératures. Alors c'est une collection qui a fêté ses 25 ans. Oui. C'est une collection qui a été créée en 2000, donc. On donnait pas cher de sa peau à cette collection. Donc quand Antoine Gallimard et Jean-Noël Schifano, qui est donc mon éditeur, le directeur de la collection Continent Noir, ils ont décidé de créer une collection pour mettre en lumière des littératures d'Afrique, enfin des auteurs africains, des textes plutôt africains au départ. C'est un peu... Mais, alors, ils n'ont pas appelé ça collection Afrique, mais Continent Noir au pluriel. Donc, le sous-entendu, c'était Afrique et puis afro-descendants. Oui. Ça a été très décrié, ça l'est toujours, c'est une collection qui est très controversée. Oui, c'est-à-dire, bon, moi, je suis toujours partagée sur cette question-là parce que, effectivement, on se dit, bon, aujourd'hui, en 2025, est-ce que ça a du sens de classer comme ça les gens en fonction de géographie, d'ethnicité, de choses comme ça? Et en même temps, objectivement, cette collection a fait émerger, a fait découvrir des textes qui n'auraient probablement pas passé la barrière. Des autres maisons d'édition généralistes, on va dire. Oui, c'est-à-dire, en fait, il y a une ouverture d'esprit qui est nécessaire parfois pour publier des choses qui sortent de l'habitude. Il y a une connaissance. Et parfois, on se rend compte que le système éditorial et même, j'ai envie de dire, le système culturel français de manière générale peut être très frileux sur certaines choses. Et en fait, on peut trouver ça anachronique, mais n'empêche que cette collection... Ça attire l'attention, ça attire le regard, comme elle est un peu spécifique. C'est pas tant pour ça que c'est intéressant, c'est surtout qu'elles donnent leur chance à des textes... Qui n'auraient pas leur chance ailleurs. Oui, qui auraient effrayé, ou vous savez, dans le côté éditorial, il y a aussi un aspect, j'ai envie de dire, commercial, etc. Donc, il y a aussi des gens qui vont juger que, oh, ma foi, des histoires qui se passent en Afrique, aux Antilles, qui ça va intéresser, etc. Et alors, du coup, donc, il y avait eu cette présélection. Donc, une fois, moi, je veux comprendre, connaître, c'est comme tu sais... Moi, je suis curieuse de savoir dans quelles circonstances les gens apprennent qu'ils ont gagné au loto, quoi, tu vois. Donc, tu as gagné le gros lot, qu'est-ce que tu faisais? Tu regardais la télé, tu étais dans ta cuisine. Le concours de la nouvelle, c'est pas exactement le loto. Mais bon, je vais quand même te raconter. Je vais quand même te raconter. Alors, d'abord, effectivement, avant d'être lauréat, on est finaliste. Donc ça, c'est un mois avant, on apprend. Donc tu commences déjà à boire du champagne ou pas? Oui, alors moi, j'ai fêté. Alors, je me suis dit, on ne sait jamais, parce que... Alors, c'est une autre autrice qui m'a... Alors, j'avoue que moi, je ne pensais pas... Alors, avant d'être finaliste, j'y pensais pas du tout. Moi, en plus, encore une fois, on ne sait pas... Je veux dire, c'est la cuisine des éditeurs. Donc, on ne sait même pas si notre livre a été envoyé au prix. Ça, on ne sait pas. Donc, c'est une autre écrivaine qui surveillait ça, je pense, pour elle-même, en fait, qui avait dû se mettre une alerte Google Goncourt de la Nouvelle 2025. Et donc, bon, un matin, moi, je suis au boulot, puisque... Tu travailles, on va y venir, d'ailleurs. On disait maths et puis littérature. Voilà, je ne dis pas de l'écriture, donc j'ai un boulot. Donc, je crois que c'était un mardi. Donc, voilà, un mardi matin, moi, je suis au boulot, je suis dans mon truc de boulot. Et je vois que j'ai un message WhatsApp de cette fille avec qui... Enfin, c'est quelqu'un que je connais, mais ce n'est pas non plus une copine avec qui on s'envoie des messages WhatsApp toute la sainte journée, quoi. Donc, je dis, tiens, pourquoi elle m'a envoyé un message WhatsApp? Je regarde et je vois que je suis finaliste. Donc, et elle le savait avant les attachés de presse de Gallimard. C'est extraordinaire. Elle était, je crois que c'était la première personne en France à être au courant. Donc, elle me félicite. Et donc, oui, ça fait quelque chose, là, être finaliste. Et puis, on a comment dire... les finalistes sont affichés sur la page de l'Académie Goncourt. Il y a le logo Goncourt. Donc, il y a quand même... C'est la première fois de ma vie que je vois mon nom et puis Goncourt dessus, quoi, quelque part. Il y a quand même quelque chose. Oui, il y a quand même, ça fait quand même un petit quelque chose. Et tout de suite, effectivement, je me suis dit, bon, si jamais l'aventure s'arrête là, si jamais je ne suis pas machin, on ne sait jamais. Et puis, on ne sait jamais si ça va m'arriver 2 fois dans ma vie, quand même. Donc, oui, j'ai fêté déjà le fait d'être finaliste. Après, donc tout de suite après l'annonce de la liste des finalistes, j'ai fêté.
Après, pendant les semaines qui ont suivi, donc quand ils annoncent les finalistes, ils disent les résultats seront proclamés. Donc en l'occurrence, c'était le 6 mai. Oui. Donc voilà, bon, donc la liste des finalistes, c'était peut-être le 8 avril Oui. et les résultats, c'était le 6 mai. Mhm. Donc à part le soir même et puis peut-être 2-3 jours après où j'ai un peu fêté, après, j'essaie de ne pas y penser parce que je me dis, je ne vais pas commencer à stresser, me torturer, c'est me déjà poser ça des de prix, questions. quoi. C'est vrai. Je n'ai pas lu les autres ouvrages finalistes parce que je me suis dit, si je lis ça et que je trouve ça génial, je vais... désespéré. Oui, je vais me dire, j'ai aucune chance, c'est horrible. Si je trouve ça nul et qu'après, je n'ai pas le prix, je vais être en colère. Donc, je me dis, il vaut mieux ne pas lire. Bon, j'ai une amie, en l'occurrence, qui les a lus, qui en a beaucoup aimé un, beaucoup moins l'autre. Donc, elle m'a dit, bon, pour elle, il y avait une chance sur deux. Les chances, ça passait d'un sur trois à un sur deux. Elle me dit, bon, il y en a un des deux qui est plus faible que l'autre, clairement. Oui. Mais voilà, donc j'ai essayé de ne pas trop y penser. En revanche, le jour J, donc le 6 mai, je me réveille super tôt, mais anormalement tôt, dans un état de tension. Et c'est là que je me suis dit, je le veux, ce prix. Alors que jusque-là, bon, j'étais là, pas fan. C'est déjà vachement bien d'être sélectionné. Et pourquoi pas, voilà, et tout, mais vraiment pas fan. Et puis là, je me suis dit, mais... Il est pour moi. J'ai quand même super envie. Non, mais je me dis que quand même, ce serait bien, quoi. Mais qu'est-ce que ça représente alors? Qu'est-ce que ça représente? Je pense que j'ai d'abord pensé à la fierté de mes parents, très franchement. Je me dis, si je pouvais annoncer ça à mes parents, ce serait cool. Ah oui. En fait, serait... tu leur as quand même annoncé de belles choses dans ta carrière et dans ta vie de jeune fille. On va y venir, brillante bachelière, brillante ingénieure diplômée, etc. Donc, oui, mais c'est vrai qu'un petit prix concours, ça en jette quand même. Donc, je me réveille tôt et... Voilà, je suis dans cet état de tension, mais en fait, on ne sait pas vraiment à quelle heure les résultats tombent. Et moi, j'avais dans l'idée, parce que pour le coup, pour le roman, le concours d'automne, qui est quand même beaucoup plus médiatisé, c'est sans commune mesure, c'est vers midi, quoi. C'est au déjeuner que c'est annoncé. Donc, je me suis dit, bon... c'est quoi? C'est au café? C'est Flore? Non, c'est au Drouan. C'est au restaurant Café de Flore, c'est où d'ailleurs? C'est lequel? Enfin, il y en a un qui est remis au Café de Flore. C'est le prix de Flore, tout simplement. C'est le prix de Flore, autant pour moi. Au Café de Flore. Donc, c'est chez Drouan. Donc voilà, bon, la matinée passe. Inutile de dire que je ne travaille pas beaucoup. Ce matin-là, je suis sur Google en train de... avec une requête prix concours de la nouvelle 2025 que je rafraîchis. Et j'ai toujours pas. Donc j'ai toujours la liste des finalistes qui apparaît, mais jamais le résultat. Et puis je me rappelle, par exemple, quand j'ai eu le prix, la mention spéciale du prix Vepler pour mon premier roman, moi je savais un jour, c'est-à-dire les lauréats étaient prévenus la veille. Le grand public, il y avait un jour où le prix était annoncé officiellement, mais en fait... C'est la fin de Mam Baby, les lauréats étaient prévenus la veille. Donc je me dis, si ça se trouve, c'est pareil. En fait, quand on a gagné, on le sait la veille. Donc ils t'ont pas prévenu. Comme personne ne m'a appelé, c'est pas moi, quoi. Et puis plus la matinée avance, plus je me dis, non, là c'est mort, quoi. Alors à 11h30, je me dis, non, là c'est mort. Là c'est mort. J'allais te revenir. Non, tu étais au boulot. Oui, non, je peux même pas me bouler. Je suis au travail. Donc je me dis, zut, alors c'est fichu. Je continue à rafraîchir ma petite page Google, toujours rien, mais là, quand même, bon, j'attends, et puis bon, midi passe, là, je me dis, à midi, 1h, 13h, je me dis, bon, là, non, là, vraiment, c'est vraiment fichu. Donc, tant pis, je me commande à manger, comme d'habitude, j'ai toujours un petit endroit où je prends à manger emporté, à peu près tous les midis au même endroit, bon. Donc, j'appelle, je passe ma petite commande, je vais chercher mon petit sac, et puis, enfin, bon, un peu déçue. Et puis, en sortant du restaurant où je commande mon déjeuner, je refais la même recherche Google. Et là, je vois prix concours de la nouvelle 2025, Gaëlle Octavia. Oh, et ça, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu as laissé tomber le sac? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce tu dis que j'en veux plus, je bois du champagne direct? Non, parce que tu me connais, Barbara, tu me connais. Donc, dans un premier temps... Je suis super contente. Alors, c'était Livre Hebdo, le magazine Livre Hebdo, qui est un peu le magazine de l'actualité littéraire. Donc, c'est une page Livre Hebdo. J'envoie tout de suite le lien à mes parents. Je me dis, ce serait bien qu'ils se réveillent avec la nouvelle. Je l'envoie sur WhatsApp. Et puis, 3 secondes après, j'ai un doute. Ah oui. Je me dis,
Il faut que je vérifie. Parce que je me dis, c'est quand même bizarre que personne ne m'ait appelé. Oui. Je me dis quand même, on Oui, mais ça vient de t'appelle. tomber, donc... On t'appelle. oui. Oui, mais bon, on t'appelle. Oui, même ton éditeur, éventuellement, Mon il est au éditeur, courant. voilà, oui, on oui. t'appelle. Mm. Donc je me dis, c'est louche. En fait, C'est une intox. Oui, c'est une intox, c'est une Oui. fake news, Ouais, tu vois. ouais. Mais vraiment. Oui. Donc j'appelle mon père. Oui. Je dis surtout, n'ouvre pas le truc. Exactement. Je lui dis, écoute, j'ai envoyé un truc, mais si ça se trouve, C'est pas vrai. c'est une intox. Oui. N'ouvre pas. Oui. Mon brave papa. Oui. Tu le connais, il est gentil, donc il me dit, bon, ok, je n'ouvre pas, ok. Il comprend même pas ce qui m'arrive. Oui. Et puis, quelques minutes, donc je me dirige, je marche toujours vers le travail avec mon petit sac, avec ma petite salade. Et puis là, je commence à avoir des coups de fil. Là, j'ai Félicitations. j'ai un texto de l'attaché de presse de Gallimard qui me félicite. J'ai des amis qui ont vu l'info. Là, ça commence à devenir réel. Oui. Et puis surtout, j'ai une amie qui m'envoie une capture d'écran de la page de l'Académie Goncourt. Donc, il n'y a pas de doute. Là, bon, effectivement, je me dis, bon, même s'il y a un hacker qui a piraté Non, c'est vrai, la quoi. page de Livre Hebdo, il n'a pas aussi piraté. En tout cas, on sait comment tu as découvert. Donc, c'était bien sûr la joie et c'était vraiment une grande fierté. Ici, on en a beaucoup parlé. C'était relayé sur tous les médias et ça fait la fierté de la famille, clairement. L'étrangeté de Mathilde T. C'était la première fois que tu écrivais des nouvelles. Tu as écrit du théâtre beaucoup avant. Tu as commencé avec le théâtre. Moi, j'ai lu notamment Le Voyage. Oui. Ça, c'est la première. Ça, c'est la première édition. Collection, Il a été réédité depuis chez Caraïbes Éditions. Mais quand il était sorti, j'ai même une dédicace, moi. C'était quand ça? C'était... Il est sorti en 2009, celui-là. 2009, voilà. Beaucoup de théâtre. Tu as écrit aussi Cette guerre que nous n'avons pas faite. Tu as écrit Congrès aux Mars. C'est sur des relations... comment dire, on a intérêt. C'est quoi la morale de Congrès aux Mars? On a intérêt à faire cause commune, c'est un peu ça, non? Non, Congrès aux Mars, c'est un huis clos entre deux hommes. Et c'est un peu une réflexion sur la masculinité, sur différentes modalités de la masculinité, et en particulier la masculinité caribéenne. C'était le premier, ça? C'était après Le Voyage? Non, en fait, c'était ma 4e pièce, parce qu'après, il y a les pièces qui ne sont pas publiées. Congrès aux Mars, c'était la 4e que j'ai écrite. Alors, effectivement, entre Le Voyage et Congrès aux Mars, il y a 2 pièces qui n'ont jamais spécialement décollé, on va dire. Mais c'était la 4e. D'accord. Ouais. Et alors, donc, nouvelle, donc revenons-en à L'étrangeté de Mathilde T. et autres nouvelles. Comment ça te vient? C'est le 3e ouvrage chez Continent Noir. Comment ça te vient? Et voilà, la première nouvelle, d'ailleurs, c'est laquelle? C'est celle qui est la première? C'est Mathilde T? C'est Mathilde T, oui, L'étrangeté de Mathilde T, celle qui donne son nom au recueil. J'ai rencontré Mathilde T en 95 à Paris. Nous avions 18 ans. Mathilde semblait appartenir à une autre époque, petite, de belles hanches, une taille extra fine, des anglaises brunes, un teint très blanc, des lèvres inexistantes, une beauté très 19e siècle. Et puis, il y a cette histoire d'accent après. Oui. Voilà, alors j'ai noté « Fille, d'où es-tu » voilà, Fille, d'où es-tu de tout cela, à part moi-même, personne ne se souciait. En fait, Mathilde passe pour quelqu'un de très commun, et elle est malade de ça, enfin, voilà, elle est malade de ça. Et toi, tu dis que non, parce qu'elle a un côté un peu 19e siècle. Oui. J'ai pris conscience j'en ai pris conscience le jour où un congénère m'informa de ce qui, dans son expression, était doté d'une charge tragique. Mon accent martiniquais avait disparu. Le constat fut aussitôt repris par quelqu'un d'autre. Ce détail, pour moi insignifiant, se changea en événement. Et l'événement devint un sujet. Pas un étudiant ne s'abstint de le commenter. Notre professeur de mathématiques, un petit homme blond, vénéré, à cause de son nom qui sonnait comme un théorème, alla jusqu'à se fendre d'une question qui n'avait rien à voir avec la convergence des suites de Cauchy dans un espace de Banach. Excuse-moi, c'est comme ça qu'on dit? Oui, si on prononce à l'allemande, on dit Banach. Banach, ok. Et etc. Alors non, quand même. Où diantre étais-je né au fait? La manière dont les mots avaient chanté dans ma bouche n'avait laissé qu'un souvenir flou, entretenant la confusion. Était-ce Fort-de-France ou était-ce Dakar, Colombo, Addis-Abeba? C'est quoi? Il y a une part d'autobiographie dans... Oui, bien sûr. Oui, ça c'est quoi? Ça arrivait en école d'ingénieur? C'est quoi? Non, c'était... Alors j'exagère évidemment, bien sûr. Mais non, cette question, d'où êtes-vous? Quelle est votre nationalité? On a tous vécu ça, j'imagine. Oui, fille, d'où es-tu? Là, oui. On est toujours des... C'est quoi ton accent? Tu dis pas le R. D'où ça vient? Non, et puis surtout, bon, d'où êtes-vous? Alors moi, en général, quand on me demande vous êtes d'où, je réponds à votre avis. Et on dit Addis-Abeba. Et on dit toutes sortes de choses, justement. C'est ça que j'ai... C'est-à-dire, les gens m'attribuent toutes sortes d'origines. Alors, les gens ne disent jamais Martinique, mais ça peut être effectivement Éthiopie, Peul. Un jour, j'ai rencontré un gars qui me dit « Ah, vous êtes une Peul de Guinée ».
D'accord. Mais c'était très précis comme ça. Hein, Mais qu'est-ce que bon, parce que tu en fais une nouvelle, mais qu'est-ce que ça porte, cette question d'où tu viens, quoi? Et d'ailleurs, d'où tu es? D'où viens-tu? Tu m'as Alors, dit martiniquaise, mais... déjà, le fait que cette question revienne quand Mhm. même de manière aussi systématique, Oui. ça dit quand même quelque chose déjà de la France et de la manière dont elle se regarde. La Mhm. France, c'est un pays qui est métissé depuis longtemps, en fait, quand même. C'est un pays, ça fait longtemps que être français, ça ne veut pas dire être blanc. Mhm. Mais c'est un pays qui, manifestement, ne sait pas se regarder et se voir tel qu'il est. Donc, C'est ça, tu le dis d'ailleurs, hein? oui, Et c'est étrange quand même. encore. Encore, oui, Oui, encore. On n'a toujours pas intégré ça. oui, Donc déjà, c'est ça que ça dit. oui. Et puis, alors, chez moi, ça provoque toujours une forme d'amusement. Et puis moi, j'aime bien les malentendus parce que Mhm. justement, c'est inspirant. Non, mais c'est C'est un tenace, mais prétexte. c'est tenace quand même, cette question, Oui, tout à et fait. cette méconnaissance aussi. Oui, Cette méconnaissance. Alors, je vais continuer à te lire, page 16. Cette question, fille, d'où es-tu, est revenue si souvent, sous tant de langue elle-même alourdie, de tant d'accents, que des années après, j'en ai tiré la matière d'un poème. Mais en 1995, elle n'avait de cesse de m'étonner. La France, donc là, tu cites, en fait, tu parles, la France, mes amis, la France, nous, je veux dire mes aïeux, fument, fait français, serre dans la douleur, avant la Savoie, l'Alsace et la Lorraine. oui. Je connais d'ailleurs des Antillais qui disaient ça. Et qui dit, voilà, on était... Mais donc, cette espèce de... C'est de l'ignorance, c'est quoi? C'est un Oui, c'est de refus, c'est de l'ignorance. l'ignorance. C'est de l'ignorance. Et puis, alors, les choses s'améliorent un petit peu, mais il a fallu quand même un militantisme Oui, actif pour qu'il y ait plus de diversité à la télé. Parce qu'effectivement, la vie réelle a beau être telle qu'elle est, c'est-à-dire bien bigarrée, sûr. métissée, Puis les gens se etc. rencontrent, les gens Mais font des enfants ensemble. si les Ouais. gens ne voient que des blancs à la télé, Oui, au cinéma, etc., mhm, il y a une espèce d'intox culturel oui. qui fait qu'on persiste à voir ce pays comme il n'est pas, en fait. Et Donc, alors moi, parce qu'on va venir à... Moi, je sens dans tes livres, alors j'ai pas lu tout ton théâtre, hein, mhm. mais j'ai lu tes romans, donc La fin de Mme Baby en 2017, le prix Whippler, tu l'as dit. J'ai lu La bonne histoire de Madeleine Démétrius, et puis Les tranchées de Mathilde T. Alors, j'ai l'impression, moi, tu vas me dire si je me trompe, il y a un processus, parce que tu vis à Paris, tu as fait tes études, Oui. tu as passé ton bac ici, brillamment, tu es parti en France, tu as fait une école d'ingénieur, et puis tu as décidé que, voilà, tu as commencé à écrire, et voilà, et tu es publié. Mais j'ai l'impression, à lire tes romans, qu'il y a une forme d'évolution, en fait, où, par exemple, La fin de Mme Baby, on est dans un environnement français, certes, mais de quartier. Il y a le quartier qui est cette espèce de zone, cet Ouais. endroit qui existe, qui n'existe pas, qu'on connaît. C'est une toute petite ville ici, si petite que, quand on en parle, on l'appelle le quartier. Malgré sa faible superficie, il semble que le quartier ait été difficile à bâtir. Donc c'est un lieu. Donc là aussi, il y a une espèce de microcosme, c'est un huis clos, c'est des histoires de femmes, de femmes qui se connaissent, des femmes qui s'entraident aussi, de sororité. Il y a l'Assemblée, c'est quoi l'Assemblée L'Assemblée des des femmes. Et puis cette histoire de Mme Baby qui est un prétexte, en fait. Mais Mme Baby, un personnage, il y en a d'autres. Mais ce livre-là, pour moi, il est plus français que les autres. Il est Ah plus oui. hexagonal. Tu vois, il est plus hexagonal. Alors, il se situe effectivement Oui. Alors que en France hexagonale. la bonne histoire de Madame Démétrius, il y a des histoires, donc je trouve qu'il est plus martiniquais, me semble. Et là, Oui. donc clairement, il y a des choses qui sont des choses vraiment qui sont complètement martiniquaises. Bah, disons que dans la bonne histoire de Madeleine Démétrius, le personnage Oui, circule entre Paris, le Languedoc et la Martinique. oui. Donc, il y a des parties de l'histoire qui se passent en Martinique. Mhm. Les personnages sont plus situés géographiquement. Enfin, je Mhm. dis que ce sont des Martiniquaises. Oui, Je voilà. décris beaucoup plus les gens. Mhm. Alors que dans La fin de ma Baby, volontairement, je suis restée beaucoup plus abstraite. Oui. Même ce quartier, on ne sait pas où il est. Oui, mais pour moi, j'y ai vu la banlieue. Hein. Oui, il est en Oui. banlieue, clairement. Oui, il est bien en sûr. banlieue. Il est très inspiré de la ville d'Évry, en Voilà, réalité, qui d'accord. est une ville où j'ai vécu, puisque Oui. mon école d'ingénieur était située à Évry. Mhm. Et la ville d'Évry m'a marquée parce que, justement, c'était cette espèce de caricature qu'on a de la banlieue, c'est-à-dire un lieu où, par exemple, moi, ce que j'aime à Paris, Mhm. c'est les cafés. Oui. C'est les lieux où on se rencontre. Mhm. Il y a des lieux de culture, il y a Oui. beaucoup de lieux de Il y a beaucoup de culture lieux, à Paris, oui. et puis il y a les cafés. C'est-à-dire, quand on sort d'une expo, on va boire un café ou on va boire Oui. une bière dans un café. Mm. Pour moi, c'est quelque part ce qui rend cette vie urbaine. Oui. Donc, on ne va pas se ressourcer dans la nature, on ne va Non. pas se ressourcer dans la beauté d'un arbre ou d'une Non, fleur, non. mais on va se ressourcer au café. Et il y a une chaleur au café. Humaine. Il y a une humanité, Oui. il y a une chaleur. Oui.
qui, quelque part, contrebalance, répare la grisaille, Oui. le côté stressant quand même de la vie urbaine. oui. Et en banlieue, il n'y a pas ça. Oui, oui. Voilà. Enfin, il y en a quelques-uns, mais pas autant. Il n'y a pas, cet Voilà. écosystème Et très en tout dense. cas, Oui. quand j'étais à Évry, ce qui m'avait choqué, c'est que finalement, le seul lieu un peu où on rencontre du monde, c'est le centre commercial. Donc, Oui. c'est quand même un lieu dédié à la consommation. Oui, C'est oui. pas un centre culturel, c'est Oui. pas un centre. Alors, il y a un théâtre, en l'occurrence, au même endroit, mais voilà, les gens vont au centre commercial pour acheter, etc. Et pour moi, c'était une carence, en fait, Oui. très forte. Et je me dis, mais pourquoi on construit ces villes alors qu'on est capable de construire Paris tel qu'il est, avec ses cafés, avec ses lieux de culture, avec ses lieux de... On va discuter. Et puis pourquoi en banlieue, on n'est pas capable de faire ça, en fait? Et pourquoi on ne veut pas faire ça? Quand je suis arrivée à Évry, pour ma première année d'école d'ingénieur, il y avait un cinéma à Évry, un petit cinéma. Il a fermé en cours de route. Le temps que quand j'étais en 3e année, il avait déjà fermé. Je me dis, mais c'était le seul lieu Oui, de convivialité. oui, Oui. qui propose une autre forme de convivialité que la simple consommation d'objets, d'acheter des objets, des vêtements, des choses. Ça ferme. Oui. Alors, parce qu'il y a un gros multiplex dans une banlieue voisine, mais je veux dire, la ville en soi, voilà. Et puis, l'architecture de la ville me posait question. Il y avait une place. Donc ça, je décris ça. Tout ce que j'emprunte, en fait, à Évry se retrouve donc dans les détails architecturaux tu dis, du quartier. Je dis, la place est légèrement en pente. Et c'est vrai, la place du centre-ville d'Évry était légèrement en pente. Et je dis, ce qui fait que les mères, avec leurs poussettes, si elles s'arrêtent pour faire un brin de causette, il y a les poussettes qui vont... Oui, tu dis, excuse-moi, je t'interromps là pour te citer encore. Tu dis, en tout cas, ceux qui l'ont bâti n'ont pas eu l'idée, n'ont pas trouvé l'énergie, n'ont pas pris le temps, ne se sont pas donné la peine de le rendre agréable. Ainsi, le quartier est-il laid. Oui. Les murs de ces immeubles ne sont ni vraiment marrons, ni vraiment gris. La grande esplanade à l'est n'est même pas un peu verte. L'église ultramoderne a une forme biscornue qui n'appelle pas du tout le recueillement. Enfin, le quartier n'est pas très fonctionnel. Le zigzag de ses allées, peu à peu déserté par les derniers maraîchers, bouchers, cafetiers, cache souvent des impasses, etc., etc. Donc ça, c'est Évry qui t'inspire ça. C'est Évry qui m'inspire ça, oui. C'est Évry. Oui. Et puis, dans certaines caractéristiques aussi que j'attribue à ce quartier, c'est-à-dire le fait aussi que l'espace extérieur semble l'espace masculin. Il est... Alors, c'est pas officiel, il n'y a pas de pancarte réservée aux hommes, mais c'est implicite. On sent qu'on est dans un espace masculin où, en tant que femme, on peut se sentir malvenue, pas complètement à sa place. Après, c'est très subjectif, ça dépend du tempérament. Il y a des femmes, sans doute, qui ne ressentent pas ça comme ça. Mais vraiment, on peut très clairement le ressentir comme ça. L'espace public est plutôt un espace masculin. Voilà. Ok, donc, je te propose, on va continuer la discussion. Je te propose qu'on fasse un petit stop, focus. On va continuer un petit peu à parler de la même chose, tu vas voir. Je suis avec Gaëlle Octavia, prix Goncourt de la Nouvelle, voilà, 2025. On parle de tous ces livres. Alors, ce qui lui vaut le prix Goncourt de la Nouvelle, je vais vous le remontrer. Si vous ne l'avez pas encore, il va falloir aller le chercher. L'étrangeté de Mathilde T. Autre nouvelle. Ce qui est sympa avec les ouvrages de nouvelles, c'est que si vous n'aimez pas une nouvelle, vous allez à la prochaine. Et il y en a qui sont vraiment, il y en a vraiment que j'ai trouvé succulentes. Moi, ma préférée, c'est Violente. Oui. C'est violent. Ah ouais, j'ai adoré Violente. C'est violent, quoi. C'est court, mais c'est vraiment... Et là encore, ça parle d'une histoire vécue. Oui, oui, oui. Oui. Et puis Alain Vengeur, c'est une histoire vécue, Violente, non? Je cherche. Vas-y, c'est quoi le contexte de Violente? Je vais dire, j'aime bien lire un petit peu. Alors, Violente, c'est... Comme beaucoup de nouvelles. Ce recueil de nouvelles, c'est sans doute ce que j'ai fait de plus autobiographique. Oui, c'est très autobiographique. Je n'écris pas d'histoire vraie, de manière générale. Je n'écis pas d'autobiographie, donc ni d'autofiction. Mais il y a un petit peu quand même dans la bonne... Enfin, chaque fois, il y a des choses. Il y a Évry dans la fin de Madeleine. Mais la bonne histoire de Madeleine Démétrius, il y a des gens qui ressemblent peut-être à des gens que tu as croisés. Alors, en fait, La bonne histoire de Madeleine Démétrius, c'est un roman dans lequel je joue beaucoup avec les codes de l'autofiction, puisque le personnage principal est une autrice, c'est une Martiniquaise qui habite à Paris, et c'est une femme qui a à peu près mon âge. Oui. Donc, je m'amuse beaucoup à créer une forme de confusion. Oui. Mais là, vraiment, la ressemblance s'arrête là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça, qui pensent, notamment, je lui attribue l'héroïne de La bonne histoire de Madeleine Démétrius à 2 filles de 2 pères différents.
elle a des problèmes avec son adolescente. Et moi, je sais qu'il y a des lectrices qui m'ont dit « Ah, moi aussi, comme vous, j'ai des problèmes avec mon adolescente. » Je dis « Mais en fait, moi, j'ai pas d'adolescente, en fait. » D'accord. Ah bon? Non, Donc, mais c'est les codes, c'est des codes, c'est, effectivement. Donc, tu dis que L'étrangeté de Mathilde T, donc c'est le livre le plus autobiographique. Effectivement, quand on connaît un peu... Oui, là, je me suis... Bon, il y a une nouvelle comme Soror Sororis, c'est Oui. quasiment... C'est ta sœur et toi, Gilles. j'ai On a déjà reçu ici. quasiment rien changé. Oui. Donc, ça, c'est très là très proche de la réalité. Oui. Et oui, violente, alors... Attends, permets-moi de lire le début, s'il te plaît. Oui, vas-y. Tu es violente, c'est officiel. Oh, tu l'as toujours su, au fond. Seulement, on a beau être d'une violence terrible, démente, inouïe, tant qu'il n'y a pas de passage à l'acte, ça ne se voit pas. Toi, on t'a longtemps prise pour une sage, même trop gentille, avec tout le monde, ton mari, le gosse, la famille, les amis, les collègues, les gens en général. Tu te fais bouffer, ma chérie, déplore souvent Maria Elena. Et donc, violente, c'est une histoire que tu as vécue. Alors, c'est inspiré, c'est pas évidemment, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas du documentaire. Détails, etc., etc. Il y a plein de détails que je décris qui ne sont pas vrais, qui sont complètement imaginaires. Mais effectivement, j'ai eu cette expérience, mais que toute femme vit au moins une fois dans sa vie et qu'on a toutes vécu même plusieurs fois. C'est-à-dire un type qui vous emmerde dans un espace public, qui vous drague dans un café, lourdement, notamment. Dans un café. Et j'ai envie de dire, comme... juste être un dragueur lourdingue ne suffit pas. Parfois, le gars est légèrement raciste en plus sur les bords. C'est-à-dire qu'il vous sort des trucs qui relèvent du cliché raciste, etc., etc. Donc, le type vraiment pénible. Et effectivement, il y a eu un jour... Alors, ça m'est arrivé plus d'une fois, malheureusement, comme à beaucoup de femmes. Sauf qu'effectivement, j'ai le souvenir en particulier, donc ce qui a inspiré vraiment cette nouvelle, d'un jour où j'étais donc tranquille dans un café, en train de bouquiner. Donc, clairement pas avec l'envie. Donc, j'attendais, alors non pas mon enfant comme dans la nouvelle, mais une amie. J'attendais une amie et le type commence à me parler. J'ai aucune envie de lui parler. Je lui fais comprendre d'abord poliment que je suis en train de lire un livre, que je ne souhaite pas être dérangée. Et il insiste, il continue. Et puis, c'est vrai qu'il se permet des réflexions sur mon physique, etc. On ne sait même pas si... On se dit, c'est tellement grossier, en fait, qu'on se dit, mais le type espère vraiment séduire quelqu'un comme ça. On voit bien que ce n'est pas... C'est parce que vexant tellement il est à la limite, si on devait le prendre au sérieux, on se demande comment il fait pour se croire lui-même. Oui, et en plus, moi, dans ce moment-là, je me dis clairement, ce n'est pas une question de séduction, mais c'est vraiment ce pouvoir de l'homme qui sait qu'il ne risque pas grand-chose à faire ça, qu'il est quand même dans une situation quelque part de domination, bien sûr, notamment par son physique, etc. Où voilà, évidemment, si on se met à se battre, il risque de gagner. Sauf si tu as fait du Krav Maga, tu n'as pas fait le Krav Maga. Voilà, exactement. Donc c'est dans ces moments-là qu'on regrette de ne pas avoir pratiqué un art martial quelconque. Mais voilà, donc en fait, c'est clairement un abus de pouvoir. C'est pas de la drague, hein, je veux dire, c'est un abus de pouvoir. Et évidemment, moi, ça me met dans une colère folle et je lève la tête et je vois des étagères avec des bouteilles. Bien sûr, je ne vais pas, contrairement à... Passer à l'acte, mais... je ne vais pas passer à l'acte, mais j'en ai eu envie, mais tellement envie. Et je me suis dit, ça lui donnerait une sacrée leçon à ce type, quand même, qu'un jour, il tombe sur une femme violente. Ce type, il mérite un jour de tomber sur une femme violente. Alors, moi, je te propose de regarder cet extrait, cette bande-annonce. Tu vas voir, on parle aussi de violence. Regarde. ¿Qué pasa? He denunciado a tu Aita en una comisaría. ¿Por? ¿Sabe por qué está aquí, verdad? ¿Le han explicado de qué se le acusa? Ama, Aita me ha dicho que la has denunciado por violencia de género. Ellos van a intentar construir una historia de terror. Nosotros demostraremos que un hombre como tú, amable, educado, no puede dar ningún miedo. ¿Qué has puesto en la denuncia? Nunca le hice ni le haré daño a mi familia. ¿A ti qué te pasa? Que no tienes ninguna duda, tú. Me he pasado 30 años fingiendo. No hay nada más doloroso que sentir que los tuyos no te protegen. No es fácil aceptar que tu marido te maltrata. Quizás era una pareja infeliz, pero no es un delito. Est-ce que tu as vu cette mini-série? Non, elle te plaira. Je te la conseille. Elle est visible sur la plateforme d'Arte. C'est une mini-série, c'est 4 épisodes. Donc le titre, c'est Querer, mais il y a Querer, Perder, Juger, le dernier chapitre, je ne sais plus. Mais c'est vraiment formidablement interprété. Et en fait, ça parle du viol conjugal. Et on le voit là dans la bande-annonce. Cette femme a passé 30 ans à côté de cet homme. Et tu parlais de violence, si tu veux.
cette espèce de pouvoir que s'arrogent les hommes parce que ce sont des hommes. Et cette femme va au bout d'une logique, elle se rebelle, quoi. Et elle décide que ça ne peut plus durer. Elle le fait tard, après 30 ans de vie commune. Et on voit bien, si tu veux, ces personnages autour d'elle. Donc elle a un allié qui est son plus jeune fils, qui est lui dans la marginalité, entre guillemets, qui est homosexuel, qui ne l'avoue pas vraiment, et donc qui est de son côté. Et puis le fils aîné qui est plus, disons, conformiste, tu vois, et qui, lui, reproduit aussi. Mais vraiment, elle est exceptionnelle. Et puis, c'est une série espagnole. Je trouve que les Espagnols ont une forme comment dire, de finesse, en fait, à aborder ces choses-là. Donc, je te recommande. Toi, tu es féministe, en fait. Oui. Tu te revendiques comme telle. Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui. Ah Ça oui. veut dire quoi, féministe? Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire quoi? Ben, en fait, pour moi, je ne comprends même pas qu'on questionne tant que ça ce mot, parce que pour moi, c'est une évidence, c'est-à-dire Non, parce que, que... quand même, c'était les suffragettes, c'était les Anglaises d'abord, c'est les gens qui disent non. Et puis, bon, peut-être que tu as des gens qui peuvent dire « je ne suis pas féministe » parce que c'est le militantisme, tu vois. Ben, en fait, à partir du moment où on n'est pas dans une situation Égalitaire. de justice, Oui. en fait, c'est-à-dire à travail égal, même salaire, c'est-à-dire justement ces moments où dans un certain espace, on voit bien que les hommes ont un pouvoir, s'arrogent un pouvoir et abusent d'un certain pouvoir, d'une certaine domination. Donc à partir du moment où tout ça n'est pas réglé, il faut être féministe. Ben, bien sûr, puisque moi je ne demande pas mieux que, que de Oui. ne plus avoir à être féministe, Oui. mais tant que ça ne sera pas réglé, oui, bien Oui. sûr, je serai féministe. Oui, Okay. Et c'est vrai que toi, enfin, dans tous tes livres, bon, bien sûr, tu parles des hommes, bien entendu, mais déjà, tous les titres sont des titres qui sont il y a souvent dédiés des prénoms féminins. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de M, d'ailleurs. Absolument. Pourquoi? Que je ne sais pas parce que... Baby, Mathilde T, Madeleine Démétrius. Je ne sais pas parce que ce n'est pas du tout fait exprès. Et puis ces 3 titres, en fait, c'est marrant parce que ces 3 ouvrages, on dirait une trilogie, parce que ce sont des titres qui sont construits de la même manière. Oui. Mais ça s'impose à toi? Ça s'impose à toi? La fin de Mme Baby, au départ, ne s'appelait pas La fin de Mme Baby. Et puis, moi, j'ai du mal, en fait, à trouver les titres. C'est vrai. C'est pas facile pour moi. Il y a des gens qui ont un vrai talent pour les titres. Qui c'est qui t'a aidé? C'est ton Non, éditeur? c'est moi qui l'ai trouvé, mais vraiment, j'ai galéré. D'accord. En fait, La fin de Mme Baby, le premier titre, et pendant longtemps, c'était le titre du document de travail, c'était Stabat Mater. Ok. Ouais, Stabat Mater, parce que c'était un titre ironique, en fait. Alors, Stabat Mater, ça veut dire en latin la mère debout. Et nous, on a le potomitan. Oui, oui. Et c'est l'histoire d'un anti-potomitan. Donc, c'était un peu un titre ironique qui annonçait, en fait, donc, ça s'appelle La mère debout. Et puis, le premier personnage qu'on rencontre, c'est Mariette qui est assise. Mariette qui est assise, ouais, voilà. dans son rocking chair. Dans son et puis elle dit ça a sonné, ça a sonné. Voilà, et qui est en permanence assise comme ça. Et puis, pourquoi j'ai pas gardé ce titre? Parce que d'abord, je me suis dit, bon, peut-être un truc en latin, ça fait un peu prétentieux, ça va peut-être faire fuir. Ça fait bon élève que tu es. Oui, il y a un côté bon. Tu as fait du latin combien de temps? Oui, j'ai fait du latin jusqu'à la terminale, jusqu'au bac. D'accord, du collège à la terminale. Du collège au bac, ouais. D'accord. J'adorais ça, j'aurais continué si j'avais pu. Tu peux parler latin? Alors là... c'est une langue morte, mais cogito ergo sum, oui, mais à part ça... Paternoster, éventuellement, ok. Donc tu t'es dit que ça ferait peut-être un petit peu snob, donc non. Oui, voilà, j'ai eu peur que ça annonce un ouvrage qui se prend la tête alors que c'est pas le cas. La télo de la télo. Voilà, donc après je me suis dit tiens, qu'est-ce que... Et puis finalement, après plein de tentatives, je me suis dit tiens, la fin de Mme Baby, parce que je me suis dit je vais pas mettre la mort de Mme Baby, d'abord je veux pas un titre macabre, et puis c'était plus ouvert, c'était plus ambigu, la fin dans quel sens en fait. Quel sens, Donc je me suis dit c'est peut-être intéressant, et puis ça permettait de placer Mme Baby en valeur, même si ce n'est pas, c'est pas tout à fait le personnage principal, Mme Baby, c'est plus Mariette. Il y a une constellation de femmes. Il y a une constellation de femmes. Il y a Mariette, il y a Aline, il y a Aline, il y a la blanche, celle que j'appelle la petite blanche, Suzanne. Suzanne, oui, voilà. Il y a Pierre aussi. Il y a Pierre, et puis il y a l'autre homme. Il y a Léopold. Léopold. Et Pierre, le mauvais fils. Le mauvais fils. Mais il y a beaucoup... c'est vrai que j'ai mis, quand je résume notre émission, je dis tu pratiques l'art de la feinte. Quand on te lit, tu vois, tu nous emmènes là, Il y a une espèce de clair-obscur. Il faut, tu vois, on arrive chez Mariette, elle est couchée, mais elle est dans son rocking chair, mais voilà, il y a une histoire qui s'emboîte dans une autre, etc. Donc on est pris comme ça, et tes phrases, souvent, tu commences une phrase en nous amenant sur un personnage, et puis non, tu ouvres une parenthèse, tu parles de l'autre, etc. Tes phrases sont à rallonge d'ailleurs. Parfois. Mais
Voilà, le contraire est aussi vrai. C'est-à-dire que des fois, c'est effectivement très... un mot, quoi. Paf, paf. C'est très direct, très court, effectivement. Le poil. Ah là, mais tiens, page 67. Là, on est dans l'étrangeté de Mathilde T. Oui, oui. On est dans ça, c'est quoi? le ladja des rieuses Le mélancoliques. ladja des rieuses Le gros poil. mélancoliques. Le poil, point. Le gros poil, point. Le gros poil, point. Joséphine était guadeloupéenne, point. Dans son créole à elle, on donnait au chagrin d'amour un nom qui vous transformait en nombre dérivant aux marges de l'enfer, point. Donc, c'est le contraire. Des fois, les phrases sont très longues et d'autres fois, c'est des images. Parce que tu captes l'image. C'est ça, en fait. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est musical aussi. Enfin, moi, je suis très sensible à la musique. Au rythme de la phrase, Oui, à la oui, oui. musique. Donc, je crée aussi, enfin, je joue aussi là-dessus. La musicalité. Sur la musicalité. Le rythme. Sur... Il y a un ouais, rythme. Il y a un rythme. Il y a un rythme. Jingle, le mot de femme. On continue la discussion à Gaëlle. Gaëlle Octavia est avec nous sur le plateau de Forme. Voilà, une émission spéciale, on n'est que deux, donc on a du temps pour nous, mais il ne reste pas tant de temps que ça, Gaëlle. On parlait du rythme, de la musicalité, effectivement. Comment tu écris? Tu écris, tu as une idée, alors, donc on a parlé de l'inspiration de l'étrangeté de Mathilde T. Donc ce sont des histoires qui te sont arrivées, mais aussi il y a des éléments qui sont liés, sans être autobiographiques, des éléments qui sont liés à ton vécu, des endroits, des lieux. Oui, okay? oui, bien sûr. Mais comment une histoire te vient? Comment tu l'écris? Tu l'écris en continu ou bien tu écris en premier jet? Tu as un petit carnet avec toi tout le temps? Comment tu écris? Raconte-nous tes secrets d'écrivaine. De toutes ces manières-là, parce que, alors, quand, comme moi, on ne se consacre pas chaque jour à l'écriture, quand on a un métier, un enfant... Qui te permet de vivre. Voilà. Ton métier, tu as la Fondation Sciences Mathématiques de Paris. Voilà, exactement. Donc, on ne peut pas écrire tout le temps quand on veut. Et puis, je connais des gens qui donc, ne font que ça et qui disent « Ah, moi... si je n'ai pas 4 heures devant moi, c'est pas la peine, ça vaut pas le coup. » Moi, je peux pas me permettre de faire ça parce que j'ai jamais 4 heures devant moi. Sauf quand je prends le train ou l'avion, mais sinon, j'ai jamais 4 heures. Oui. Donc, j'écris quand je peux écrire sur du temps très court, donc ça sera pas grand-chose. Après, l'écriture, c'est mystérieux aussi parce que parfois, en 1 heure, par exemple, je sais qu'à une époque, quand j'emmenais mon fils, donc mon fils fait du piano, donc son cours, quand je l'emmène à son cours, ça vaut pas le coup de rentrer à la maison. C'est-à-dire, je me pose dans un café, c'est pas assez près de la maison, donc je reste dans un café. Et il m'est arrivé d'écrire pendant, donc j'ai à peine 1 heure, parce que c'est un peu moins d'1 heure, parce que son cours dure 1 heure, donc le temps que j'arrive jusqu'au café, bref. Et à une époque, j'étais d'une efficacité folle pendant cette petite heure-là. J'avançais vachement sur mon texte. Alors que j'ai des moments où j'ai plus de temps oui, mais bon, l'inspiration vient... Voilà, au bout d'une matinée, par exemple, typiquement le mercredi matin, je ne travaille pas et mon fils est à l'école. Et en fait, c'est très rare que je produise grand-chose. Oui, mais est-ce que... alors, tu as écrit beaucoup de théâtre avant. Oui. Il y a une forme d'immédiateté, je trouve. Hein, moi, il y a une forme d'immédiateté du théâtre. C'est presque... journalistique, j'ai envie de dire. C'est un lieu, c'est une intrigue, c'est des personnages. Et là, c'est quelque chose qui vient plus vite, qui est plus rapide. Oui, ça s'écrit. Alors, c'est pas du tout la même temporalité. Moi, un roman, ça me prend des années pour écrire un roman. Alors, ça dépend des romans. À la fin de Mambabi, ça a pris 7 ou 8 ans. Hein. J'ai pas fait que ça pendant 7 ou 8 ans, mais ça m'a quand même pris 7 ou 8 ans. La bonne histoire de Malène et Métrius, ça a été plus rapide, plutôt 2 ans, 2 ans et demi. D'accord. Oui. Donc, bon, et après, les nouvelles, tu les as écrites sur plusieurs années? Oui. C'est pas... c'est pas un recueil, je me suis pas dit tiens je vais faire un recueil de nouvelles et j'ai écrit plusieurs nouvelles. Non, c'est des nouvelles qui existaient et au cours d'une discussion avec mon éditeur qui me réclamait donc un roman, donc j'avais pas fini de roman, je lui ai dit bah, écoute j'ai rien là à te donner et il me dit mais t'es sûr, t'as pas d'autres textes? Je dis ah oui des nouvelles, j'en ai plein, Il me dit ah ben alors, et puis il me dit ben Parlement, qu'est-ce que raconte-moi. Donc je lui raconte comme ça, et puis en lui racontant les nouvelles, alors j'en ai beaucoup plus que ce que j'ai retenu dans ce recueil. Et puis je me dis, mais enfin, parfois ça me fait ça aussi dans les interviews, je découvre des connexions entre des textes complètement différents écrits à des mauvais moments. Quand j'en parle, quand j'essaie de les résumer, ou quand j'en parle à quelqu'un d'autre, je me dis, ah mais en fait, il y a une logique, enfin, il y a quelque chose. Et en discutant, lors de cette discussion avec mon éditeur, je me rends compte que quelques nouvelles que j'évoque semblent se répondre. Il y a des choses, et puis lui aussi, il me dit, mais ça, c'est marrant, parce que ce que tu as dit tout à l'heure sur l'autre nouvelle, etc., etc. Et je lui dis, peut-être que... Alors je lui dis, écoute, je vais rentrer chez moi, je vais relire ce que j'ai, et peut-être qu'il y en aura suffisamment qui
est un fil rouge, qui comporte Oui. une cohérence, une logique, qui se répondent, qui se parlent. Oui, il y a une cohérence là. Voilà, complètement. Une cohérence, Et pour moi, il n'était vraiment pas question de faire un livre fourre-tout, de Oui. mettre des choses qui ne vont pas ensemble. Et je n'ai pas mis les nouvelles qui n'allaient pas dans ce recueil, je ne les ai pas mises dedans. Donc, effectivement, en faisant le tri, j'en ai trouvé 15 au départ, qui vraiment, je me dis, bon, les 15, là, il y a quelque chose qui se tient ensemble. Oui. Donc, j'appelle mon éditeur. Et puis, je lui dis, Jean-Noël, j'ai à peu près 15 nouvelles. Je fais une dernière relecture, je fais un petit toilettage de tout ça et je t'envoie tout ça. Et puis, pendant ce travail de relecture, et j'ai retravaillé légèrement, mais très peu en fait, je pense à une nouvelle qui n'est pas écrite pour le coup, celle qui s'appelle Marie. Donc, c'est la seule que j'ai écrite. C'est la seule que j'ai écrite pour le recueil, parce que c'est un texte qui n'était pas écrit. C'est un texte qui me trottait plus ou moins dans la tête depuis des années, en fait, sur lequel j'avais griffonné 2-3 choses comme ça, mais je n'avais pas de texte écrit. Et je me suis dit, tiens, ce texte-là que j'ai envie de faire, il ira dedans. Donc, je l'ai écrite pour Marie ne s'appelle pas Marie. Je m'en suis doutée le jour où je l'ai embauchée. Stéphane était à Lyon pour une réunion chez un client. Cette fois, c'est moi qui ai accueilli Marie. J'ai supposé qu'elle s'appelait Myriam ou Mariam, qu'elle devait franciser son nom pour complaire à ses employeurs. Je lui ai dit que je l'appellerais comme elle le souhaitait. J'ai essayé de formuler ça subtilement. Mais ça, c'est vraiment... ça me revient. Elle est vraiment... Donc, tu parles de faits d'actualité. Tu parles de ces femmes de ménage qui sont des immigrés. Et puis bon, on va pas dévoiler la fin, mais bon, trop en a fait, quoi, si on peut le résumer comme ça, ou trop en a fait. Et alors moi, parce qu'il nous reste plus tellement de temps, Gaëlle, je voulais te poser une question sur la responsabilité, parce que tu as un prix Goncourt, je t'ai vu en allant sur ton, je ne sais pas si c'était LinkedIn ou Facebook, tu as été reçu à Médétom, en fait, au ministère des Outre-mer, par Manuel Valls. Est-ce qu'avec la notoriété, la reconnaissance, mais là, vraiment, il y a un Goncourt, ça fait du bien sur un CV, tu as une voix qui porte encore plus qu'avant. Ça te donne des responsabilités, notamment par rapport à la Martinique. Qu'est-ce que tu allais dire, par exemple, à Valls? Ah ben Valls, j'y suis allée vraiment pour porter... Alors là, c'était ma casquette de dramaturge. Je suis vraiment allée porter les revendications du collectif des professions du spectacle martiniquais. Martiniquais, oui. Je les ai, quand j'ai été invitée, quand on m'a contactée donc, pour me dire que M. Valls organisait un déjeuner avec un certain nombre d'acteurs, de personnes de la culture. De la culture, j'ai tout de suite appelé donc, le collectif, donc Alfred Alexandre, et j'ai dit, bon, est-ce qu'il y a un message à faire passer? Moi, je n'ai pas envie d'aller déjeuner spécialement avec Manuel Valls, en fait. C'est pas... Voilà. c'est pas pour le déjeuner, franchement. Alors, soit il y a un truc, c'est-à-dire que s'il m'avait dit, franchement, Gaëlle, on n'attend rien, c'est même pas la peine d'y aller, ça ne servira à rien. Mais tu as porté ce message-là. Voilà, donc moi j'y suis allée, j'avais mon petit document dans mon sac, et voilà, et je me dis, oui, si ce titre m'offre des opportunités comme ça d'accéder, parce que c'est vrai que dans les Outre-mer, on n'a pas toujours accès direct, on est... Voilà, il se passe plein de choses à Paris, on n'est pas là. Donc, si moi, je peux faire une rencontre où je peux toucher 2 mots rappeler un peu... Alors, évidemment, les collectifs, les institutions, les associations, elles font déjà un travail, elles envoient des mails, mais c'est pas pareil. Quand on est face à l'élu ou au ministre, et qu'on dit... et il a écouté. Alors, c'est un homme politique, donc on ne sait jamais est-ce que c'est du baratin, est-ce qu'il dit oui, j'entends, évidemment. Donc moi, j'avais demandé à Alfred de me préparer. J'ai dit, bon, alors par contre, ce n'est pas de l'impro. Moi, il faut me dire ce que je dois dire. Je prépare mon speech, je prépare mon truc. Donc j'avais bien répété ce que je devais dire. Mais c'est un rôle que tu assumes volontiers, quoi. Avec cette responsabilité. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'être utile, en fait. Si je peux être utile, moi, je veux bien être utile. C'est ça. D'accord, ok. À ce stade de l'émission, alors j'avais plein d'autres questions à toi. Tu vois, j'avais amené Marie Scondé. Un mot, Marie Scondé, parce que bon, tu en as déjà parlé, je t'ai vu même à la télé, dans la grande librairie, me semble. Oui, parce que Marie Scondé nous a quittés l'année dernière. C'est une autrice que tu adores. Tu l'as connue personnellement? J'ai eu la chance de la connaître personnellement, mais avant de la connaître personnellement, j'ai connu ses livres et j'ai été subjuguée par ses livres. Tu es amoureuse de Marie Scondé? Oui, je suis fan de Maryse. Tu m'en fais ses goûts, on peut le dire. Voilà. Et tu me disais, pour dire 2 mots de ses goûts quand même, tu avais une analyse de ses goûts, tu me disais off, que ça prépare. Quand on lit ses goûts, on comprend comment l'islamisme, c'est ça que tu me disais? Non, c'est-à-dire que ses goûts suit une famille de nobles Bambara, donc de l'Empire mandingue, avant la colonisation, c'est-à-dire dans l'avant, quand
quand cette histoire-là n'a pas encore été fracassée par tout ce qui va venir de l'extérieur. Oui. Et à travers, donc c'est ça le génie de Maryse Condé, c'est qu'elle mélange toujours l'intime et la grande histoire. Oui, donc là, c'est une histoire de famille avec les frères, les rivalités, etc. Mais en même temps, c'est la grande histoire. Et ça commence par l'islamisation de ce royaume, avec le frère qui veut embrasser l'islam, l'autre qui veut pas, et tout ce que ça va bouleverser, changer, et le visage de cette région-là, ne sera plus jamais le même. Et c'est vrai que, et puis cette islamisation de l'Afrique, elle ne s'est pas faite avec des fleurs. Non. Elle s'est faite évidemment comme tout, par la violence, par la guerre, voilà. Et donc, et c'est vrai que moi j'ai vraiment pris conscience quand j'ai lu Ségou. Alors ça fait un moment, hein, c'est pas forcément un souvenir très frais, mais à quel point cette islamisation avait quelque part préparé la colonisation. C'est-à-dire, ça avait commencé par, ça avait déstabilisé les royaumes africains avant la colonisation. Et alors, donc, il y a d'autres ouvrages, beaucoup peut-être plus personnels, où vraiment elle se met à nu, elle raconte, avec des interrogations, on se disait ça, des questions, comment dire, qui sont difficiles pour une femme, par son rapport à son enfant. Elle est sans filtre. Oui, elle est libre, c'est une femme libre. Absolument, c'est une femme libre, c'est une femme... Moi, ce que j'ai toujours aimé chez Maryse, et je pense que c'est ça qui la rend attachante, c'est qu'elle n'a aucune complaisance vis-à-vis d'elle-même. Et c'est pas quelqu'un qui essaie de faire croire qu'elle est autre chose que ce qu'elle est. Elle s'assume, elle est très directe. Parfois, c'est très intimidant. Moi, c'est vrai que j'ai un regret, c'est que j'ai toujours été un peu intimidée, même si c'était une amie. Je revendique qu'on ait eu une relation d'amitié. Alors, avec énormément d'admiration de mon côté. Hein, c'était pas une amitié comme ça, comme si on était sur un pied d'égalité. Mais c'est vrai que parfois, je me suis laissée intimider parfois. J'aurais pu me laisser un petit peu plus aller. Quoi. Oui. Mais en tout cas, tu as vu, on n'a pas parlé de maths. Moi, je voulais qu'on parle des maths parce que c'est une matheuse. Elle a été matheuse, elle a fait l'école des G, on a dit ça. Et puis après, elle est passée... Mais tu continues à travailler à cette fondation, la Sciences et Mathématiques, pour vulgariser, c'est ça. Et puis, vous organisez aussi un concours, non? Non, enfin, c'est-à-dire... C'est pas vous qui organisez le concours? J'ai mal compris. Non. Mais vous, c'est quoi? C'est la vulgarisation des maths, c'est ça? Non, la Fondation Sciences Mathématiques de Paris... J'ai mal lu, pardon. La vulgarisation, c'est très annexe. D'accord. C'est quoi le but, alors? Le but de la Fondation, c'est vraiment... En fait, elle fédère les laboratoires de recherche des universités parisiennes. Non, Margaret, non, c'est parce que tu as travaillé à Tangente, de 2002 à 2008. J'ai mal lu le CV, je suis désolée. Bon, ça arrive. Non, c'est pas grave. Donc, effectivement, avant d'être à la Fondation, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour un magazine Tangente, voilà. de vulgarisation grand public qui s'appelle Tangente, qui existe toujours. C'était le paragraphe précédent. Voilà. Et après, de là, j'ai rencontré donc un mathématicien qui allait devenir après le directeur de la Fondation à la création, parce que la Fondation a été créée en 2006. Et donc, j'avais écrit des articles sur sa recherche. Et puis, voilà, il s'est rappelé de moi. Et à un moment donné, à la Fondation, ils se sont dit, il faudrait qu'on ait quelqu'un comme ça. Voilà. Alors, il faut que je te pose la question rituelle. Il faut parler de nom. Lequel? Mon père. Alors, il s'appelle Christian? Mon père qui s'appelle Christian. Ben oui, mon père. Pourquoi ton père? Parce que c'est quelqu'un qui a été très présent dans ma vie, très présent... et si dans mes romans, il y a pas mal de filles sans père, mais c'est pas négatif. C'est-à-dire que mon père a été tellement important dans ma vie que les filles sans père, ça me fascine parce que je me demande comment elles font. Et c'est quelqu'un qui m'a transmis beaucoup, et notamment mes goûts littéraires, le goût pour la musique, pour le jazz. Ta mère n'est pas jalouse? Là, tu m'as demandé si c'était un homme. Si oui, tu m'avais demandé une femme, j'aurais cité ma mère. Non, donc quelqu'un qui a été très présent dans ta vie. Oui, qui a été vraiment avec très la présent. musique. Et puis, je pense que je lui ressemble beaucoup aussi, Voilà. mon père. Il m'a transmis aussi plein de choses. Ok. Quoi, oui. Et moi, je veux rajouter peut-être Papa Raymond, parce que Papa Raymond, voilà, oui. à la mémoire d'Albertine et Raymond Octavia, alias Momantine et Papa Raymond, mes grands-parents. Et tes grands-parents aussi. Et les miens aussi. Oui, Papa Raymond qui disait, allez, prends un livre. Allez, prends un livre, avec son chapeau sur la tête. Qu'est-ce que tu retiens de Papa Raymond? Parce que tu étais jeune, tu l'as connu un petit peu. C'est quoi l'image que tu as? L'avantage de Papa Raymond et Momantine, c'est qu'ils ont vécu vieux. Oui, Momantine jusqu'à 99 ans, Papa Raymond jusqu'à 91. Voilà, on a quand même pu en profiter. Je me rappelle d'un homme exigeant. Et puis courageux, en fait. Même si je l'ai connu vieux. Mais en tout cas, le récit de sa vie tel qu'il m'a été fait, et la manière dont mon père m'en parle, j'ai l'impression d'un homme très intègre, très courageux. Et puis, moi, mes grands-parents, ils sont toujours là pour moi. J'y pense. D'ailleurs, le jour où j'ai eu le concours,
j'ai beaucoup pensé à eux. Papa et J'ai beaucoup pensé à Et eux. Mamantine. Oui, 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 papa Ok. et Mamantine. Ils avaient des fortes personnalités aussi. Oui. C'est pas des gens qu'on peut oublier comme ça. Jingle, le mot de la femme, Ibout. Mais voilà, une émission avec une personne, mais on déborde. Voilà, le mot de la femme, le mot de la fin, Gaëlle, ce serait quoi? Ne lâchez rien. Oui. Oui, c'est-à-dire aussi bien je dis ça aux femmes comme je dis ça à la jeunesse. Oui. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se jouent à la persévérance. Il y a des gens qui vont vous casser les pieds en espérant que vous allez lâcher l'affaire. Donc, il ne faut pas lâcher l'affaire. Mais on peut être, oui, ne lâchez rien, ok. Ne lâchez rien, ça veut dire quoi? Ne lâchez rien. Toi, c'est le travail, c'est quoi? Comment tu définis finalement ce qu'on peut commencer à qualifier de réussite quand même? Un concours de la nouvelle, c'est bien. Oui, si, Tu es loin de la retraite. C'est sympa. C'est sympa. Mais comment, c'est quoi qu'est-ce qui, comment dire, qu'est-ce qui t'a amené là? Le travail, la chance? Oh, il y a un facteur chance dans la vie, il ne faut pas se mentir. Oui. Donc, je pense que je me définis comme quelqu'un qui a eu de la chance. Oui. Je suis aussi quelqu'un qui travaille, Oui. qui fait des efforts. Oui. L'écriture, pour moi, c'est pas facile. Hein, c'est Non, pas c'est du un tout quelque travail. chose qui se fait tout seul. Donc c'est du travail. Mais aussi, je pense que ma chance ou ma force, je ne sais pas, c'est que je me laisse assez... c'est assez difficile, en fait, par exemple, de m'énerver ou de... Oui. C'est-à-dire que même face à des personnes qui vont être désagréables ou méprisantes ou face aux gens qui ont des préjugés, que ce soit les préjugés sur les femmes, les préjugés sur les Noirs, ça ne m'atteint pas tellement. Tu es phlegmatique, tu as un côté... C'est pas non? phlegmatique, c'est que je suis assez peut-être confiante dans ce que je suis. C'est pas les autres qui me définissent. Oui. Donc, s'ils ont leurs préjugés, j'ai envie de dire, c'est leur problème. Comme dirait, c'est Daniela Ferrière qui disait le racisme, c'est une maladie des racistes. Je veux dire, c'est eux qui sont malades, c'est pas nous. En tout cas, on peut s'indigner, hein, on peut être indigné, on peut lutter contre les choses, mais en essayant on sait qui on est, quoi. Oui. Voilà. Ne lâchez rien, on sait qui tire ses mots. Gaëlle, merci. Hein. Merci, Barbara. Merci à vous de nous avoir suivis. David, Marty, Johan, merci. On vous retrouve pour de prochaines aventures. Je crois que là, on va rentrer dans la période des best-of. Restez connectés, Zitata, mardi 20h10. Best-of. Bye bye, à bientôt, merci. Merci. Femme.